En 1980, je m'étais dit que l'occasion du départ de Léopold Sédar Senghor et l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête de l'État était peut-être pour moi une occasion exceptionnelle de m'immiscer dans la conduite de la politique de notre pays en parlant directement à mes concitoyens du grave problème de l'éthique et des autres préoccupations de la nation. Comme me l'a rappelé mon voisin du tapis roulant de Roissy, de ce que j'avais dit à l'époque, beaucoup de Sénégalais n'ont retenu qu'une formule brève et lapidaire: les Sénégalais sont fatigués. Il m'a dit, et il a raison, que j'avais bel et bien dit autre chose. En effet, j'avais notamment affirmé que l'essentiel, c'est de sortir de cette situation avec dignité, en sauvegardant l'intégrité de notre territoire, l'indépendance de notre pays, les conquêtes démocratiques de notre peuple et l'intangibilité de notre Constitution. Cela ne peut être l'affaire d'un seul homme, ni même l'affaire d'un seul parti. C'est le devoir de tous les Sénégalais de faire preuve de maturité pour garder notre pays de l'aventure et assurer son développement harmonieux selon notre propre formule de vie. Il faut que chacun de nous enterre ses ambitions personnelles et oublie les vieilles querelles pour se cindre les reins comme un vaillant homme au nom de l'intérêt exclusif de la nation. L'objectif permanent devra être la consolidation de la démocratie, qui ne laissera plus le moindre doute sur la sincérité des résultats des suffrages. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent sans arrière-pensée le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Ces affaires ne sont le bien de personne, elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non à un maître comme on a souvent tendance à le penser sur ce continent, mais à un serviteur. J'avais ajouté: déterminons-nous à débusquer et à écarter sans complaisance au besoin et à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux, les roublards et les paresseux. Cultivons l'honnêteté et le courage au travail, que chacun au poste où il est, du ministre au planton, du chef d'entreprise aux manœuvres, considère comme reposant sur ses seules épaules le destin de la nation. Inventons un système qui ne récompensera désormais que la compétence, le travail et la probité. Cette citation a été longue, je le reconnais. Si elle l'a été, c'est parce que je considère que les mots qu'elle contient ont encore aujourd'hui toutes les raisons d'être redits. Surtout que nous allons vers des compétitions électorales. En effet, les années ont passé, mais je n'ai pas l'impression que les choses aient beaucoup changé. Ainsi, quand j'entends certains parler de l'alternance que j'avais préconisée 19 ans avant sa survenance, j'ai le sentiment que pour eux, elle est une fin, alors qu'elle doit être répétée ad vitam aeternam pour témoigner de l'ancrage de la démocratie dans nos mentalités et nos mœurs. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, en tant qu'ancien, c'est de rappeler deux mots que Senghor, auteur des paroles de notre hymne national, y a glissés. Nous les chantons machinalement sans y prêter grande attention. Dans les moments d'interrogation, il faut non les chanter, mais les murmurer du fond du cœur à chaque instant et leur obéir. Ces deux mots sont Sénégalais debout. Debout pour le travail et pour l'éthique avant qu'il ne soit trop tard. Debout en nous rappelant devant chaque choix, chaque action, la pensée d'Emmanuel Kant. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous.
Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue, mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. J'ai relevé dans un éditorial de Béchir Ben Ahmed, publié après la récente tragédie des immigrants d'Afrique noire vers le mirage européen, immigrants qui ont laissé sur les barrières de Melilla des morceaux de vêtements, des lambeaux de chair et une partie de notre dignité. J'ai lu dans cet éditorial l'Afrique subsaharienne, 700 millions d'habitants, a jusqu'ici raté son développement économique et social parce que les gouvernements qui sont succédés à la tête des pays qui la composent n'ont pas su éduquer et soigner leur peuple pour les mettre utilement au travail. Héritiers du pouvoir colonial, de nations en constitution et de pays aux frontières arbitrairement tracées, ils n'ont pas pu maintenir à l'intérieur de leur pays la cohésion nationale et la paix. De leur côté, les anciennes puissances coloniales ont mal aidé. Quant à la Banque mondiale et au FMI, agents d'un ordre économique mondial injuste, ils ont erré. Cette conjonction de facteurs défavorables, toujours à l'œuvre en 2005, près de 50 ans après les indépendances, explique les malheurs actuels du seul continent qui voit augmenter le nombre de ses démunis. Fin de citation. Nous, Sénégalais, sommes capables de renverser cette tendance si nous le voulons vraiment, sincèrement. Pour nous, j'en suis convaincu, ce n'est pas trop tard, mais il faut faire vite. Au lendemain de son élection, le président Abdoulaye Wade avait lancé « Travailler, toujours travailler, encore travailler ». J'avais tout de suite saisi mon téléphone, je l'ai appelé et l'ai félicité. Malheureusement, je dois dire que je n'ai pas l'impression que tous les Sénégalais aient entendu cet appel. Pourtant, le chemin qu'il indique est le seul qui soit capable de nous sortir de nos difficultés. Je crois que le président Abdoulaye Wade lui-même a la même impression que moi, puisqu'il a été obligé, je l'ai entendu à la télévision, de se répéter à l'occasion d'un récent retour de voyage. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier si nous voulons sortir notre pays de la misère. Il n'y a pas d'autre voie. Nos amis les Marocains qui avancent à grands pas vers le développement ont créé une instance éthique et réconciliation. Quand on les interroge sur la situation de leur pays, ils parlent non de politique mais plutôt d'éducation, de santé, de salubrité, d'ordre et de discipline. L'essentiel de leur discours est éthique et développement. Quand on interroge un Sénégalais, faites-en l'expérience sur la situation de son pays. Il parle de remaniement ministériel, de querelles ou de limogeage politique. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. J'ai écrit dans un recueil de discours et d'allocutions que je me propose de publier bientôt que ce genre de politique est le métier le plus facile du monde. Il ne nécessite ni études, ni apprentissage. Plutôt que d'avoir de grands politiciens, cherchons à avoir de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands professeurs, de grands spécialistes de l'économie et des finances, et même des savants. Les pays les plus puissants du monde ne sont pas ceux où la politique est reine. C'est plutôt le contraire.
Les Marocains ne sont pas les seuls à se soucier de l'éducation, du travail et de l'éthique. L'Asie du Sud-Est, les organisations internationales et même les pays développés ont décidé de s'engager sur la voie de l'éthique. Des comités et des commissions commencent à se dresser un peu partout comme des sentinelles de la vigilance morale sur les routes de la recherche scientifique et technologique, de la gouvernance, de l'entreprise, du négoce, du sport et de toutes les activités humaines. Leur mission consiste à informer, éduquer, prévenir, enquêter, proposer des remèdes ou des sanctions aux organes compétents. L'éthique est désormais enseignée dans plusieurs universités, écoles et instituts. Il nous faut participer à ce mouvement. Il faut alors que dans nos institutions, dans nos organes, nos administrations, nos ateliers et nos bureaux, partout, suivre cet exemple. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop doit donner l'exemple. Oh, je sais qu'il y a des frémissements à cet égard dans notre pays, notamment chez les médecins et chez quelques journalistes. Le Sénégal a été récemment choisi pour abriter le séminaire des parlementaires francophones sur l'éthique dans la gestion des affaires publiques. J'ai lu avec intérêt les contributions à ce séminaire et surtout celles de Mme Fall Sidibé. Mais c'est encore bien insuffisant. Nous devons, dans ce domaine, participer et dans tous les secteurs à l'effervescence qui se constate ailleurs. Alors, debout, comme dit notre hymne, pour bâtir un Sénégal uni autour du travail, de l'éthique et de l'intérêt général. C'est un choix fondamental. On ne paraît plus ringard en le préconisant. Je le préconise. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus. Et d'outre-tombe, je leur répondrai selon le choix qu'ils auront fait. Suivant le cas, heureux, c'est bien, ou triste, mais tout de même rancunier. Après tout, vous l'avez voulu. Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le recteur, Excellences, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, chers invités, il me faut maintenant prendre congé de vous. Si j'ai un dernier mot à dire, le mot de la fin que je préfère aux conclusions conventionnelles, c'est bien celui-ci. J'ai la conviction très nette que de même que l'on est d'accord pour affirmer que la liberté et le pouvoir doivent être limités par les droits des autres, de même, l'éthique doit être constituée comme la mesure obligatoire de l'exercice de tout droit, de toute liberté, de tout pouvoir. Mais il faut, pour que survienne le règne de l'éthique, deux conditions. D'abord, il faut que la justice soit forte et respectée, qu'elle soit servie par des magistrats bien traités et indépendants. J'ai lu samedi dernier le compte-rendu des débats sur la justice à l'Assemblée nationale. Je dois reconnaître, Monsieur le Premier Président, que j'ai été atterré. C'est parce que j'y ai appris que les députés, après les avocats, ont dénoncé la corruption des magistrats et que le gouvernement, malgré une défense de principe, a reconnu qu'il y a bien dans la justice, et c'est une citation, des individus qui, par leur comportement, dans leurs faits et gestes, se comportent comme des corrompus. Fin de citation.